Radio 2M. Tous les vendredis, 18h-19h, c'est l'Hebdo. Un journal Ça n'est pas qu'un journal. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas qu'un journal. C'est un magazine. Ça n'est pas qu'un magazine. Je peux finir? On reprend? Une émission culture, politique. Non, ça n'est pas que ça. D'accord, mais c'est un peu tout ça, non? Oui, voilà. Bref, retrouvez l'Hebdo chaque vendredi, 18h-19h, sur Radio 2M. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'Hebdo, une heure d'actu dans le monde réel et virtuel. Cette semaine, on va vous parler de Nana qui mérite toute notre reconnaissance, d'une jeunesse qui grogne contre son absence, de sorcellerie et de maléfices, de grasses matinées et de sommeil qui vous plongent dans les abysses, d'une journée mondiale pour un arbre, de moutons et d'herbes, d'une herbe qui a de beaux jours devant elle, de musique aussi pour le volet culturel. Et d'ailleurs, cette semaine, c'est un artiste que nous recevons qui explose les scores de streaming en ce moment et qui cette semaine sort son nouvel album qui était des plus attendus, c'est El Grande Toto, et il est l'invité de la semaine. Vous êtes prêts? L'Hebdo, c'est parti! Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. On débute comme chaque semaine avec l'image de la semaine. Vous Bonjour. pouvez... Bonjour. Ah bah, Bonjour Tria. bonjour. Bonjour. Ça va? J'ai pris Bonjour. le train. J'ai pris le train, Ah la ouais, Concorde et tout ce qui va avec. Ouais. Bonjour. 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 J'ai Rita qui me regarde avec des yeux qui vont bonjour. Hola. Bonjour Rita. Bonjour, madame. Selma. Bonjour. Hamouda. Bonjour, Tria. Bonjour, Bonjour, c'est bonjour à... Désolée, je suis trop vite. On débute donc avec l'image de la semaine. Vous pouvez la découvrir également en image sur la page. Facebook, Instagram, Twitter. Ah, je t'ai dit, YouTube. encore faire qu'une, toi, t'es pas obligé de Facebook, savoir. Facebook. Sur toutes les pages, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram à chaque fois. Je me fais un petit peu disputer. Toutes les pages de Radio 2M. C'est une affiche des années 50 avec l'image d'une femme qui montre ses muscles, ses biceps et ces quelques mots « We can do it ». Alors, c'est bien sûr le 8 mars, qui sera marqué lundi prochain, la journée mondiale pour le droit des femmes. Et je vais vous faire un tout petit quiz pour savoir un petit peu si vous connaissez l'histoire de ce 8 mars. En quelle année a été proposée pour la première fois une création d'une journée internationale pour les femmes? Stéphanie et Monaco. Quelle année? Non, franchement, au hasard, je dirais, je sais pas, 94. Non, Ouais, je dirais 1975. Dans les années 70, je vais dire. Pas du tout. Bon, allez, vas-y, dis-nous. 1900? 18. Retournons encore un petit peu en arrière. En 16. 1915. Bon, allez, hop, tous voilà, à la ramasse. 1910 à Copenhague, la conférence internationale des femmes socialistes qui réunissait 17 pays, qui lance l'idée d'une journée internationale des femmes. Et elle revendique quoi? Je vous le donne en mille, bien évidemment, le droit de vote. Ouais. Où est né le 8 mars? Mais à ce moment-là, en fait, elle revendique, mais il n'y a pas de journée qui est décidée pour le droit des femmes. Le mouvement est lancé, on va dire. Mais où est né véritablement et dans quel pays, à votre avis, ce 8 mars? C'est aux États-Unis. Non, En France, je dirais. Non, Non plus. jamais. non. Alors, On n'a pas travaillé. Hein. Ah non, vous n'avez pas travaillé, je suis Ouais. un petit peu déçue. Hein. Au Canada. Non, alors c'est pas en France? non, Bah, non. Écoute, Je suis sûre que c'est un pays africain. non. En Allemagne. vous êtes- Alors, Et voilà. C'est en En Allemagne. fait, pourquoi ce petit quiz? Parce que quand on demande, en fait, personne ne sait. Bah oui. Ouais. Ce 8 mars, d'où il vient. Voilà, on parle de droit de la femme. Il est né en Russie, figurez-vous. C'était en 1917. À Saint-Pétersbourg, des femmes ouvrières descendent dans la rue pour Pendant la manifester, Révolution. pour demander le retour de leur mari de guerre. Elles en peuvent plus, c'est la misère la plus totale. Elles n'ont plus de quoi manger, elles demandent du pain. Et ce 8 mars va prendre de l'ampleur à un point que vous ne pouvez imaginer et va même devenir le symbole du combat pour la libération des femmes. À l'origine, figurez-vous, de la révolution Bolchevique. russe. oh, Ouais, c'est ça. Exact, tout à fait. incroyable. Des manifestations qui se sont multipliées et au bout de 5 jours seulement, elles vont parvenir grâce à elles. Ensuite, le mouvement prend l'échelle du pays et ce qui va faire chuter l'Empire soviétique. comme Wow. quoi, les nanas. Ah ouais. Et enfin, une dernière question. Celle-là, vous avez intérêt à la savoir. En quelle année les Nations Unies décident de fixer ce 8 mars et pour que ce soit la journée mondiale? C'est dans les années 70? Pas mal. Alors, mal du tout. 76?
Ouais, t'es pas loin. Allez, je te l'accorde. 75. Allez, un bon point surtout. En 1977, il aura fallu attendre pratiquement 60 ans pour que Ouais. le monde, pour que ça devienne une journée mondiale. En 1977, les Nations Unies officialisent la date et appellent tous les États membres à instaurer le 8 mars pour le droit des femmes. Mais à un moment donné, on s'est mis à offrir des fleurs. Chercher la femme. On s'est mis à offrir le petit bijou pour un 8 mars. Ouais. Alors qu'il n'a rien à voir. C'était vraiment rendre hommage en fait à toutes ces femmes qui se sont battues pour nous, que ce soit pour le droit de vote, pour l'égalité, pour la parité. Et à un moment donné, voilà, le 8 mars, vous voyez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Une fête commerciale, comme toutes les autres. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas l'abolir, Ah ouais, ouais. puisqu'il ne veut plus rien dire? Exactement. Non, il veut plus. Ou est-ce que Non. est-ce C'est- que le 8 mars reste important pour justement rendre hommage à ces femmes qui se sont battues pour nous? Non, mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est une période durant laquelle on rappelle les inégalités, les violences faites aux femmes. Ben, on peut le faire toute l'année, ça. Oui, Bien je sûr, suis... ouais. Ah, mais ça, c'est pour ça que Ben, je suis voilà. contre ce genre de journée. C'est comme la Saint-Valentin. L'amour, c'est toute l'année, c'est pareil. Et bah, là, voyons. je suis convaincue que c'est la même chose. Mais, Voyons. quoi, bah voyons. J'ai rien dit, moi. Non, mais c'est vrai, il faut rappeler toutes ces inégalités. Bon, bah, si on peut le faire un jour et pas toute l'année, bah, tant mieux aussi. On garde un œil sur le monde avec Rafiq. Jingle. Alors cette semaine, tu vas nous parler de tondeuses très écologiques. Ouais, alors, ils broutent chez des particuliers dans les espaces verts et les collectivités locales. Voici les tondeuses Angels. Mission, venir à bout de l'ennemi, mauvaises herbes et autres orties. On appelle ça de l'éco-pâturage. Et c'est là où cet adage prend tout son sens. Allez voir si l'herbe du voisin est plus verte. Alors, ça en fait des heureux, hein. Une tondeuse à la toison d'or. Tout le monde y gagne. Les particuliers, mais aussi les entreprises de location de moutons d'entretien. Si, ça existe. Alors, rangez votre tondeuse. Les moutons et brebis broutent votre pelouse pour 2 fois moins cher. Et puis, surtout, ça fait le bonheur des gamins. Pourquoi vous casser le dos à jouer à saute-mouton avec vos enfants alors qu'ils pourraient sauter au-dessus de véritables moutons? Les tondeuses à 4 pattes, la tondeuse qui broute et en silence, s'il vous plaît. Tout est bénef. Pas de pollution atmosphérique et sonore, mais en plus, cela permet aussi la fertilisation naturelle du sol. Là où les moutons passent, le gazon refait surface. Un slogan qui n'aura pas été du goût d'Attila, vous connaissez bien sûr le célèbre mongol, le champion de la terre brûlée, le roi des uns et aussi des autres. Et les autres, monsieur par exemple, il se prélasse, un verre à la main, sous la pergola, reluquant l'œil humide, ses chers quadrupèdes faire le boulot à sa place. À ses côtés, madame heureuse de se faire brouter, enfin, je veux dire de voir son gazon si bien traité. Une belle thérapie de couple, c'est ce qu'ils font tellement de bien ces ovins. Alors leur seule présence fait aussi un effet, comment dire, pas un effet bœuf, mais plutôt anti-stress. Action appelée ovithérapie. Le simple fait d'observer les animaux apaise les esprits, apporte la bonne humeur et exaspère l'autre odorat. Et oui, je pensais bien qu'il y avait un lézard, compliqué de se prélasser dans l'herbe quand il y a potentiellement plusieurs crottes de moutons à proximité. Bref, faire appel à ces sympathiques bébêtes, une idée qu'on a charmé plus d'un. Les tondeuses Angels ont une autre mission, celle de ramener leur cause, les chèvres qui veulent aller gazouiller dans l'herbe et ne veulent plus rester attachées. Allez, compadre, le respect passe, allez, à gauche, hop, le respect passe, je roule, La petite chèvre de Monsieur Seguin, merci. La chèvre de Rafiq. Monsieur Seguin. Merci. Et ben justement, figure-toi, elle gambade sans cesse et grimpe à des altitudes incroyables. Elles sont équilibristes, et c'est le moins que l'on puisse dire. Les chèvres de chez nous, qui jouent un rôle de premier plan au Maroc. Cette fois-ci, pas au sol, mais dans les arbres, et quelquefois jusqu'à 8 mètres de haut. Et cet arbre sera désormais célébré mondialement. C'est qui, c'est quoi, où, quand, comment, pourquoi? C'est Hamouda dans tous ses états. Hamouda dans tous ses états. C'est quoi, c'est qui, c'est comment? Eh oui, chef Tria, c'est un arbre très spécial en fait, très riche et surtout très sélectif. Et il se trouve sur les pentes des montagnes du Grand Atlas de l'Ouest, du Petit Atlas et des plaines de Sousse, au sud-ouest du Maroc, un arbre endémique sylvestre pérenne s'étend sur une superficie de 800 000 hectares. C'est un arbre aux rameaux épineux très résistants. Il s'agit bien de l'arbre de l'arganier. c'est aussi un arbre chaleureux et câlin en dépit de ses épines. Un arbre qui cherche du calme et qui s'est déchiné une terre d'accueil depuis des millions d'années. Le Maroc, une terre de paix et où il fait beau et où il fait bon vivre même pour un arbre, l'arganier.
C'est un arbre de 10 mètres de haut, très épineux, et il supporte des multiples troncs entrelacés qui nous gratifient régulièrement des fruits. Au mâché et fruits. T'as failli glisser, excuse-moi Hamouda. Ah oui, ouais. Mais il voulait. J'ai zappé quand même. Il l'a zappé très très vite. Voilà. Depuis des siècles et à chaque mois de juin, le mazi ou la balala, le maza, les chèvres détiennent la primauté de se nourrir des fruits de l'arganie. La population locale les pousse même. Vous me demandez pourquoi? Alors pourquoi? Alors, eh bien, parce que c'est ainsi que le noyau dur de ces fruits, en passant à travers le système digestif de chèvre, il devient plus facile à exploiter. Et oui, en fait, ils font la cueillette, quoi. En fait, le maïs qui ياكل هذاك التمرة ديال l'argan et après كيخرجها كيرميها les agriculteurs كياخذوه كيغسلوه وكينقيوه مزيان باش يطحنوه ويصاوبوا لنا الزيت. كيفاش كيديروا ليه؟ غنسمعوا كيفاش. La préparation d'un litre de l'huile d'argan nécessite de longues heures de travail laborieux et épuisant. Commençons par le dépulpage d'une grande quantité des fruits de l'arganier à fillache. On isole illique du noyau dur à aqaïn. Après, vient le concassage qui se réalise par le biais de 2 pierres naturelles de formes et de fonctions différentes. La première dite taount et la deuxième asarg. En alternant des mouvements synchroniques et minutieux, créant une musicalité, on dirait bien une symphonie sans maestro. L'huile d'argan est très convoitée pour ses vertus nutritives, cosmétiques et thérapeutiques. C'est le must-have pour toutes les femmes qui aiment se chuchoter. Actuellement, cet arbre représente également un levier économique pour des centaines de femmes des zones rurales qui se sont regroupées en coopérative. Pour célébrer et rendre hommage à cet arbre et cette richesse patrimoniale culturelle, décision historique. Voilà, dans notre pays est seul détenteur. L'Organisation des Nations Unies a proclamé avant-hier, le 10 mai de chaque année, Journée internationale de l'arganier. Cette proclamation a été copargnée par 113 pays. Voilà. Non, et ça va être férié, ça va être férié, non? Non, ça va. C'est un peu dégoûtant l'histoire des chèvres. Peut-être pour les chèvres. Les chèvres, à mon avis, ça va être un jour férié pour elles. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est quand même une décision de dingue. Et puis, comme tu le dis à juste titre, c'est un arbre qui pousse que chez nous, quoi. Et exactement, et c'est quelque chose de miraculeux. En fait, et pourquoi ça pousse que chez nous? Bah, c'est au Maroc. Le climat. Bah, à vrai dire, en fait, il y a toutes les conditions depuis des millions d'années. C'est pas quelque chose de récent, mais ça date depuis des millions d'années que cet arbre existe que ici au Maroc. Et vous savez l'âge vous savez l'âge de l'arganier? Jusqu'à quel âge il peut je pense. Bon, déjà, le chêne, c'est plus de 100 ans, l'arganier plus. Ouais. Bah, c'est plus du double en fait. Ouais. C'est 250 années. Ouais. C'est fou que ça n'existe qu'au Maroc, nulle part ailleurs, c'est bizarre. Alors apparemment, d'après toutes les expertises et tout, il y a plusieurs critères. Il y a le climat, et puis c'est une région en plus particulière. Ouais. Alors ça a été tenté de le faire pousser ailleurs, mais jamais ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que l'arbre pousse, mais ne fait pas le fruit. Exactement. Ça serait bien pour ceux qui cultivaient le cannabis et tout ça, c'est pour se recycler. Non, c'est bien. Ouais, mais dans le nord, je ne sais pas si l'arganier tiendrait. Non, ça existe. Parce que le problème, ils ont essayé dans plusieurs régions du Maroc, ça fonctionne pas non plus. Ça existe que dans le haut moyen d'Atlas, en l'ouest du haut moyen d'Atlas, et ça existe qu'au Maroc. Ils ont essayé plusieurs expériences, notamment ailleurs, aux États-Unis, partout en Europe, mais ça n'a jamais abouti à. C'est juste pour nous. Ah oui, c'est exclusif. Le 10 mai, journée mondiale pour un arbre. Ouais. Puis comme ça, on va pouvoir retirer définitivement le 8 mars. Allez, c'est le moment de faire entrer notre invité. La sortie de son nouvel album cette semaine était des plus attendues. Il est considéré comme peut-être l'événement le plus important de sa carrière. Un album comme l'écrit le Move avec un casting XXL. Il explose les compteurs sur les plateformes de streaming. Il a réussi à figurer parmi le top 4 des vidéos des artistes les plus vues. Pour Spotify, la révélation de l'année 2020 en tête du classement en effet dans la catégorie des artistes les plus diffusés en streaming dans le monde. Je vous demande d'accueillir le rappeur El Grande Toto qui est cette semaine l'invité de l'Hebdo. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci de ce déplacement parce que tu as fait le lancement et tous les médias qui étaient sur toi. El Grande Toto, c'est ça.
معاهم كالموسم كتير كتير وريني كنا في 2020 série combo ça ouais biri rap KPO, son qui vient de la cité. J'envoie des copains par les bateaux, double ton rap caméléon, Benny Jato. En fait, chaque son sont des tubes. Chaque morceau est un tube. Ouais. Merci. C'est le succès. Ça s'appelle l'énorme de la promo. Et je ne sais pas si lui-même s'attendait à tout ça avec l'un des titres dévoilés en janvier qui lui a fait exploser le compteur, Mrayer. Vous vous attendiez à ça avec ce titre, franchement? Franchement, pas à ce point-là. Je savais que c'était un morceau qui allait marcher, mais pas à ce point-là. On est à combien de vues au jour d'aujourd'hui? On est à 20 millions de vues. Et c'est vrai qu'en même pas 48 heures, il y avait déjà 4 millions de vues? J'avais 4 millions de vues, j'étais 4e mondial aussi. C'était la 4e vidéo la plus vue au niveau mondial. Et là, tu t'es mis devant la glace, tu t'es mis à hurler, t'as fait quoi? J'ai tout fait. J'ai tout fait ça. En plus, je te demandais juste, baisse un tout petit peu ton masque qu'on te voit. Voilà. En plus, c'est un titre très, très sombre. Douloureux même, je trouve. Il est dédié à ta mère. La rahma. C'était important pour toi? Parce que c'est rare en fait qu'on mette autant d'émotions pour parler de sa douleur. On a l'impression en l'écoutant, donc je l'ai réécouté pour la préparation, on a l'impression d'un véritable en fait cri du cœur, quoi. Ça sort de quoi. Ouais, c'était... C'est jure au monde entier. C'était une des épines que j'ai retirées. Voilà, quoi. Mais ce qui est extraordinaire, en fait, quand on voit ton évolution, et on va parler un petit peu de ton histoire, je vais t'appeler d'abord Tara, j'aimerais que tu nous racontes. T'as jamais été un raid dingue des études. Que c'est pas ta tasse de thé, on va dire. À 13 ans déjà, la musique, peut-être que tu as le fait À quel moment ça bascule? Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, boum, tu te dis rappeur 2016 2016. Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Notre maison familiale a pris feu. Genre, il y a eu un incendie chez moi, donc je pense que ça a été le déclic. J'ai un peu pété les plombs. Je me suis dit, bon, on vit dans le risque, autant risquer à fond, je fais ce que je veux faire. Et pendant ce temps-là, je voulais vraiment rapper. Et je voyais même des grosses têtes, entre guillemets, qui avaient des chiffres de malades, des scores de malades, mais quand j'écoute le son, c'était en mode putain, je peux faire mieux. Je peux faire. Voilà. Tu vois, genre juste chez moi, je fais mieux, et voilà. Donc tu commences en fait chez toi. T'as déjà une passion pour la rime, t'aimes jouer sur les mots, t'écoutes beaucoup de musique, on va y revenir. Et là, tu te dis, je me lance, j'y vais. Ouais. Et ta première scène, où est-ce que ça décolle? Première scène, c'était avec Hliwa à Fès. C'était dans une salle de jeu qu'on avait privatisée. Je pense qu'on avait 500 personnes. Et c'était 2 semaines après la sortie de mon premier son, Halmach Ado, je m'en rappelle très bien. Et moi, j'ai joué le son et je m'attendais même pas à une réaction du public, tu vois. Et là, je vois genre tout le monde, il est en train de chanter et tout. Moi, j'étais en mode, ah ouais, direct, 2 semaines. Je vois environ 500 personnes qui connaissent mes sons et tout. Je me dis, ouais, c'est bon, vas-y, on y va. Voilà, je pense que ma première scène, c'était celle-là. Après, ma première scène officielle en tant que Toto, c'était Boulevard. Le boulevard. Parce qu'au début, il y avait cette passion musique et tout, mais tu te destinais à un métier en particulier qui était, en fait, tu rêvais de devenir animateur radio. Ouais, pendant une période, ouais. Suivre des formations, essayer de te dire, mais ça n'a pas trop duré. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu m'as déjà vu auparavant? Mon visage te dit-il quelque chose? Je vais te faire une révélation qui va t'écrouler. C'était ta prof de... Regarde-moi. Non, En fait, Toto, je t'ai recalé. Quoi? C'est quoi ce dossier, monsieur?
hier soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Marc Allais. Merci beaucoup de m'avoir Vous regardé. allez comprendre. Hier soir, en préparant, alors que je le vois sur scène, je me plonge dans... Mais même toi, tu le savais pas du coup. Tu le savais pas du coup, parce que c'est incroyable. Attendez. Hier soir, je me plonge dans sa bio. Ouais. Et je trouve la formation. Et je fouine. Mais où est-ce qu'il a été formé? Ouais. Quelle école accompagner? Et je trouve en fait cette fameuse école dans laquelle en fait j'étais jury pour les examens. Voilà. Et figurez-vous que je l'ai recalé. Totalement. Pourquoi? C'était quoi la C'est raison? terrible. Bah, en fait, Toto est arrivé. D'abord, on me dit, Taha, l'élève, donc je passe pas mal d'élèves qui passaient leur examen et à chaque fois, en fait, il fallait présenter un projet. D'abord, il arrive à la dernière minute, on me supplie, on me dit, Madame Laouni, s'il vous plaît, il y a encore un, il va arriver, donc on patiente. Et puis, il arrive et il a rien. Et il est très honnête. Et je lui dis, mais je te note sur quoi? Où il est le projet? Parce que tous les autres ont présenté un projet sur lesquels on note. On est quand même un jury. En fait, Donc, j'ai écrit sur note, tu vois, j'étais dans le taxi, j'ai écrit sur note un concept. Donc les autres jurys, on se regarde, il y en a un, il dit bah non, on peut pas noter. Et moi, on m'appelle. Quelqu'un m'appelle qui était en fait Hicham du Boulevard. Okay. Il me dit s'il te plaît, fais quelque chose. Je lui dis pourquoi? Il me dit ce jeune, il a un talent de dingue, Fathiya, faut que tu aides. Je lui dis ok, je le reçois et je lui dis mais présente-moi un truc. Il dit en fait, j'ai commencé à écrire un truc sur mon téléphone. Je lui dis, mais tu es fou le jour de ton examen. Et il me dit, la vérité, j'ai pas le temps. Et en fait, voilà, j'ai pas le temps. C'est génial. Et après, je dis quoi? Je dis, s'il rêve de devenir animateur radio, j'explique aux gens du boulevard, je le prends. On le prend avec nous à l'équipe de la radio, on va le former et tout. Et puis après, il repasse un examen. Donc je les revois, il le contacte et il répond quoi? J'ai pas le temps. En fait, la scène le faisait tellement vibrer qu'il avait. Voilà. Voilà, j'ai recalé. Mais en même temps, est-ce que c'est pas? Non, ça va est-ce que si carrière, tu étais ça. devenu un animateur et si tu n'avais pas été recalé, est-ce que tu serais passé? Non. Voilà. Non. C'est génial, on dirait le titre d'un bouquin. C'est une histoire de fou. J'ai recalé Toto. Non, c'est une histoire de dingue. Le titre du bouquin, c'est J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vous jure, c'est j'ai pas le temps. Et même pour la formation radio, Ouais. en fait, il était déjà dans son délire. Ouais. C'était déjà trop tard. Et je pense que de ce que l'on m'a dit, à droite, à gauche, de ce qu'on m'a dit, en fait, ce qui t'a fait basculer complètement, c'est ce que tu as ressenti en fait avec le public. Il paraît que tu as ressenti un truc, notamment au boulevard, quand tu avais toute cette jeunesse devant toi, que tu en avais, je sais pas si c'est vrai, les larmes aux yeux, et tu t'es dit, mais c'est ça mon métier, quoi. Ouais, et que c'est là que. C'était le premier boulevard, Ouais. c'était pas le deuxième. 2017, j'ai fait Socre. J'ai fait la scène de Socre et j'étais choqué, tu vois, parce que déjà, j'ai jamais vu jamais de classe, j'ai jamais vu pleine. Genre, c'était la première fois. Et voilà, moi j'étais un nouveau-né, tu vois. Genre, Quel âge t'avais là? 20 ans 21 À peine, ouais. 20 ans, j'avais 20 ans et j'avais 9 mois de carrière. 9 mois de carrière. Là, j'ai 24 ans, je sors un album. L'album, le voici, il l'a porté avec lui, on va en parler. Lancement cette semaine, c'était très attendu. Ça a été reporté plusieurs fois. Hein. Il y avait une sortie qui était prévue déjà en juin, je crois, ensuite en août. Juin 2019. C'était juin 2019. Après, ça devait être le septembre 2019. Après, ça devait être le 27 mars 2020. Ouais, la Covid, hop, on annule tout. Après, je devais sortir, j'avais mis Caméléon stand-by, j'ai commencé à travailler une mixtape que je voulais sortir juste comme ça, les gens restent pas. Mes proches blagues, je voulais sortir ça s'appelait Room Tape. Ça s'appelait Room Tape. C'est un projet que j'ai travaillé en plein confinement chez moi dans ma chambre, avec des featuring et tout, mais tout s'est passé en mode confinement. Après, la sortie, elle était prévue le 15 juillet, j'ai perdu ma mère le 10, j'ai annulé le projet. Finalement, je le projet parce que elle était, tu vois, je voulais vraiment lui rendre hommage. Elle voulait que l'album sorte. Donc voilà, on s'est concentré directement sur l'album. Après, les gens ils ont cru que l'album allait sortir le 1er janvier, alors que non. Il est sorti un film.
Alors on va en parler de cet album, je le disais en introduction. Alors sur certains articles, on parle d'un casting XXL, un truc de dingue. Je vais laisser la parole d'ailleurs à Yacine pour nous parler de cet album, parce que tu m'en parles depuis longtemps d'ailleurs. C'est une tracklist qu'on peut rajouter dans un CV, ça, la vérité. Non, c'est vrai que c'est une première en fait au niveau du rap marocain, voire du rap maghrébin. Un album aussi attendu. Moi, la vérité, j'ai jamais vu autant d'engouement autour de ce projet-là. On parle quand même de Damso, une des plus grandes figures en fait du rap belge et francophone. On parle de Hamza, pareil, un belgo-marocain. On parle de Smolix, l'ex de Shayfin. On parle de Farid Bang, un des plus grands rappeurs maroco-hollandais, allemand. Et voilà. Arabi, maroco-allemand. Et pour moi, vraiment le coup de cœur en fait de cet album-là, c'est l'intro en fait, qui est juste extraordinaire parce que l'intro, il a fait un hommage à la musique amazigh marocaine. Et il n'y a pas de rap en fait, il y a une sorte de mouel en amazigh, c'est extraordinaire. Moi j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que cet album, exactement le même, aurait vu le jour s'il n'y avait pas eu le Covid? Est-ce qu'il y a eu des modifications dans vos écritures, etc. Et aussi le choix de vos featuring avec notamment des rappeurs européens, est-ce que ça vous permet d'être justement classé 4e en Espagne, 3e ouais, s'exporter, ouais. Bah, en fait, moi à la base, l'album Caméléon, j'allais faire un seul feat dessus. C'était avec une artiste marocaine. C'était le seul feat que j'avais dessus. Après, quand j'ai bien réfléchi, après la signature avec Sony, je me suis dit, bon, il y a de quoi aller loin, autant y aller loin en majuscule. Tu vois. Donc, je me suis dit, ouais, on est là pour exporter l'art marocain. Donc, on a taffé sur les featuring déjà. On a galéré un peu pour les avoir, parce que Corona, c'est pas très évident. On a galéré pour le mix, déjà. On a vraiment galéré pour le mix, parce que ça nous a pas pris beaucoup de temps, mais c'était plus le résultat qui est... Genre, on était vraiment avoir acharnés. des normes internationales. Voilà, on veut vraiment... Je veux vraiment que cet album il ressemble à un album de, je sais pas, Travis Scott ou Drake ou un SCH ou un Damso, un truc, tu vois. Juste par rapport au niveau sonore, minimum. Pourquoi le nom Caméléon? Caméléon, à la base, c'est parti par rapport je suis parti sur ma personnalité. Je pense que tu as remarqué, je m'adapte. Tu changes de couleur? Il change de couleur. Il peut peut-être nous montrer ses cheveux, comme ça tu vas comprendre très vite. Voilà. Donc si vous n'êtes pas devant votre écran pour voir l'image, il a les cheveux bleus, à moitié vert, bleu. Caméléon, vraiment. Caméléon. Sarah, tu restes avec nous. Ouais. On va continuer à en parler de ton album et on va suivre un petit peu l'actualité. Est-ce que tu es quelqu'un qui dort beaucoup? Non. Combien tu dors par jour? 3-4 heures. 4 heures, c'est le max. 5 heures. 5 heures, c'est le max. Je suis bien 5 heures. Sans sieste? Non, il n'y a pas de sieste. Je connais. Il n'y a pas ce terme chez moi. J'arrive pas à le capter. Et c'est assez dingue en fait de décrypter par rapport à certaines personnes qui ont besoin de 7 heures, 8 heures, d'autres 3 ou 4 heures ou même 5 heures de sommeil. À quoi ça se joue? Peut-être notre horloge biologique, elle a enquêté pour nous. C'est le reportage de la semaine avec Salima. Le reportage de l'hebdo. Ça joue à quoi? Comment ça fonctionne notre sommeil? Comment ils dorment les Marocains? Attends. Bon, déjà, il faut dire qu'on a une petite longueur d'avance, parce que nous sommes à 2 semaines de la journée internationale du sommeil, mais je me suis dit, bon, on va en parler tout de suite. En plus, je suis arrivée en retard ce matin. Je me suis réveillée à midi. Enfin, bref. Et donc, vendredi 18 mars, vous en saurez un peu plus d'ici là sur cette mystérieuse horloge biologique, celle qui rythme nos journées et nos nuits. Bref, vous avez jusqu'à cette date pour réguler votre sommeil. Mais avant, j'aimerais bien vous poser une question à vous qui êtes autour de cette table. À toi Rita, à toi Fethia, à vous El Grande et Toto, Yacine. Vous voyez? Oui, j'ai l'habitude de vous voyer toutes. Bon, mais du coup, si je veux, après l'avoir recalé, je me suis rien dit à voir avec l'âge. Je me familiarise bien pour qu'il me pardonne. De combien d'heures de sommeil avez-vous besoin pour être en forme? Et est-ce que vous êtes plutôt des couches tôt, des couches tard, ou est-ce que vous êtes matinal, pas matinal? Dites-moi. Je peux commencer. La vérité, moi, le plus de j'ai pas demandé à Yacine, hein. J'ai pas dit Yacine. Si, mais moi si, mais c'est bien. J'ai pas de problème. 15 heures de sommeil, ça me va très très bien. 15 heures? 15 heures, ouais.
Ouais. Je suis quelqu'un qui est capable Ah, de mais je suis faire dans le des. coma si je dors Non, 15 mais 15 heures, c'est pas normal. Là, tu n'es pas dans la. Il y a un problème. Je suis capable de faire des siestes dans mon sommeil, tu vois. Non, mais plus sérieusement, Une dizaine d'heures. une dizaine d'heures, voilà. Moi, entre 8 et 10 heures, je suis une couche tard, une lève tard. Ok. Et toi? Maintenant ou avant? En fait, j'ai 2 Maintenant. temps dans Après, la ça vie. dépend- ça dépend en de nos fait, métiers, Moi, j'ai fait 20 ans de matinale, Voilà. donc à me lever tous les jours à 3 heures du matin. Donc, je dormais 7 à 8 heures en me couchant tôt. Je ne fais plus la matinale et mon horloge biologique s'est totalement bouleversée. Je ne peux plus me coucher tôt. Je n'arrive qu'à me coucher très tard et je n'ai pas besoin de plus de 5 heures de sommeil. Oui, mais bon, parce que tu prends de l'âge aussi. Oh non, non, non. Je m'en vais. Je rigole. Non, mais viens, petit, je plaisante. Comme quoi, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Plus on avance dans l'âge, Là, il faut sortir le préavis, là, c'est bon. Je la recale. plus on avance dans l'âge, plus notre horloge biologique. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, comme quoi, c'est très variable d'une personne à l'autre. En fait, nos cycles du sommeil dépendent bien évidemment de nos modes de vie, de notre métier. Vous avez bien entendu, des chercheurs de l'université de Californie ont identifié sur des souris un gène qui déterminerait notre chronotype. Donc en fait, ça se joue, c'est génétique en fait, si on est des lève-tôt ou des couche-tôt ou des lève. Oui, en partie, 50% à 50%. L'autre 50%, c'est l'environnement, bien entendu. Donc le chronotype du soir concerne les personnes qui ont tendance à se réveiller plus tard et fatiguées. Rita. Non, mais elle m'a montré du doigt, là. Va dans le métro, Satanas. mais qui sont en pleine forme dans la soirée. C'est mon cas aussi. C'est l'heure à laquelle j'écris l'horaire à laquelle j'écris mes papiers. C'est toujours vers 2h, 3h du matin. Wow. Ah ouais? Oui. Toujours. Ils sont bizarres. Le chronotype du matin, donc c'est ceux qui se lèvent donc tôt et se couchent tôt et qui ont tendance à être en forme. Et il y a les chronotypes intermédiaires, mais en fait tout ça, on s'en fout de votre chronotype parce que l'essentiel, le plus important, c'est de respecter ses besoins en sommeil. Écoutez. Les courts dormeurs, c'est les gens qui ont besoin de, on va dire, moins de 6 heures pour être en forme en journée. Il y a les moyennes dormeurs, c'est en fait les gens qui ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil pour être vigilants, plus performants en journée. Et ça représente la grande majorité de la population, donc c'est 75%. Voilà, donc 75%, c'est 7-8 heures. Et 10%, c'est... donc on fait partie des 10% restants, c'est plus de 9 heures. Mais lui, il est dans aucune case parce que lui, si, il est les jeune, cours, mais il dort pas beaucoup. C'est les cours dormeurs, c'est moins de 5 heures. Non, mais après l'album, ça va changer. Hein. Ça va changer. Hein. C'est quoi cet accent? T'as presque un accent belge, hein. Je comprends pourquoi tu t'associes avec des rappeurs belges. Même mon équipe, elle est belge. Genre, ma manager, elle est maroco-belge. Ma chef de projet, maroco-belge. Tu mangeais des frites? Les gars qui ont fait ces CD, les merch, c'est des Belges. Justement, on va en parler des Belges. C'est l'une des populations qui dort le plus. Ah bon? C'est vrai. Oui. Alors, c'est vrai. Je croyais que c'était Tanjaouienne. Donc, alors attendez, selon une étude publiée par le Forum économique mondial, le Maroc fait partie des pays où l'on dort le plus aussi. 7h15 en moyenne. C'est 20 minutes de plus que les Français. 45 minutes de plus que les Saoudiens, qui eux dorment environ 6h30. Et les pays où on le... Après, les Saoudiens, ils n'ont pas le choix, il fait trop chaud. Oui, c'est un argument de taille, c'est vrai. Et les pays donc, où l'on dort le plus, devinez le premier déjà. Où on dort le plus? Ouais. C'est en Afrique. C'est nordique? Ou c'est en Afrique? Non. C'est un pays chaud, C'est un pays chaud, voilà. Bon, je le dis, Nouvelle-Zélande. Ouais. Alors, la Nouvelle-Zélande, elle a hésité de savoir si c'est en Afrique. Ça arrête avec le journalisme chez deux heures. Elle a hésité, elle a pas pu répondre froid ou chaud. Nouvelle-Zélande, non mais j'assume complètement. C'est à côté de l'Australie, non? Ouais, c'est à côté de Barbès, ouais. Première à gauche. Nouvelle-Zélande, presque 8 heures, c'est les numéros 1. C'est le temps recommandé par les spécialistes. Vous allez m'écouter? C'est le temps recommandé par les spécialistes. T'as pas assez dormi, Salima. Au coude à coude avec les Finlandais, les Australiens et les Belges. En Amérique du Nord. Voilà. Donc les Belges, parmi les plus gros mais dormeurs. Il va falloir que tu t'adaptes. Tu parlais de Tanjaoui, mais il y a beaucoup de Maroco-Belges originaires de Tanger. Hein. Ah non. Mais en fait, quelle information, ma chère. Je parle des temps. Non, parce que chez nous, en fait, c'est la sieste qui est sacrée. C'est pas qu'on se lève plus tard ou. Chez nous, on fait la sieste, ouais. Voilà, et on se couche très très tard.
Je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a des maisons ou des appartements. Tu rentres, il y a une ambiance de sommeil. Chez toi. Chez moi, tu vois, par exemple. Non, quand tu vas chez lui, tu dors. Hein. Tu rentres, tu dors. C'est très intéressant parce que par exemple chez les ados, ils ont réellement besoin. Non mais là on parle de l'âge adulte. Hein. Là on parle de l'âge adulte parce que mais ça bascule à quel âge? Ça se normalise à 20 ans environ. D'accord. 20 ans, 21 ans, donc un peu après l'adolescence quand même. Mais avant 20 ans, normalement, c'est 9, 10, 11 heures. Ah, je vais laisser ma fille tranquille alors. Quand j'étais ado, c'est rare où je dormais 11 heures, la vérité. Bizarrement, quand j'étais plus jeune, je dormais moins. Mais c'est pour ça que les ados c'est la tranche de la population la plus concernée par les dettes chroniques de sommeil. Après, moi je suis toujours ado, non 24 ans. Parce qu'on respecte pas du tout nos besoins. Et moi j'ai décidé de prendre une bonne résolution aujourd'hui. C'est que je vais arrêter de dire demain je me couche tôt. Je vais le faire en fait. Bravo. Je vais arrêter de le dire, je vais le faire. On applaudit tous Salima, messieurs, dames. Merci Salima. Merci à C'était vous. très instructif, je trouve. Voilà, et donc arrêtez la télévision, arrêtez les écrans bien avant l'heure du coucher. Ouvrez les bécherelles. Arrêtez les écrans. En fait, tout le monde. Non, mais tout le monde regarde son téléphone avant d'aller se coucher et sur les réseaux sociaux en non-stop, les jeunes en particulier. Ouais, la lumière bleue, c'est terrible, vraiment. Bah ouais. Mais c'est elle en fait qui devrait moi je peux pas avoir un problème. Tu te couches à quelle heure? Ça dépend entre 2h et 4h. Entre 2h et juste avant, tu n'es que sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. En non-stop? Non, pas seulement pour préparer l'émission. Non, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai besoin de regarder des vidéos, de me divertir en fait, vu que la journée, je suis sur l'actualité un peu plus chaude. Donc ouais, je suis sur les réseaux beaucoup. Tu es très connecté, toi? Avant, maintenant, pas trop. Alors, qui le fait pour maintenant pour sur toi? Instagram. Ouais. Maintenant, sur mais qui Instagram. le fait? Tu as quelqu'un qui aujourd'hui, en fait, s'occupe de toutes tes pages sur les réseaux sociaux? Ouais. Ne serait-ce que là, pour la sortie de l'album, j'imagine que vous communiquez énormément. Et comment et avec tes fans? Moi, je réponds beaucoup aux fans, la vérité. Voilà. Quand je suis sur Instagram, je réponds. J'essaie de répondre un maximum. Après, si je réponds beaucoup, j'essaie de répondre vraiment juste, tu vois. Voilà. Ils disent quoi justement sur le web? Si tu n'as pas suivi l'actualité de cette semaine, eh bien, elle le fait pour nous. C'est Rita, jingle. Ils disent quoi sur le web? Ils disent quoi sur le web cette semaine? Alors, il y a eu d'abord cette affaire complètement folle. Donc déjà, est-ce que vous connaissez la télé-réalité Les Marseillais? Ouais, très bien. Donc Nas qui vient d'arriver, je sais qu'il est fan de cette de la série. Ouais. Bonjour. Bonjour. T'as pris la place de quelqu'un d'autre, toi? Oui. Tu t'es dit, je vais la titiller sur quelque chose, je suis sûre. Je connais tellement bien le sujet que je l'attends en tournant. Ah d'accord, ok, ça marche. Alors pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des Marseillais qui sont filmés un peu partout dans le monde et ont gagné en notoriété. Pourquoi? J'en sais rien. Merci. Voilà. En fait, l'une des candidates du nom de Carla a voulu mener ses petits camarades à la baguette. Enfin, à la baguette magique. Parce que oui, elle est accusée de sorcellerie. Et comment est-ce qu'elle s'est faite griller, cette Jeanne d'Arc des temps modernes? Eh bien, c'est parce que plusieurs vidéos et audios ont été partagées sur les réseaux sociaux, dans lesquels on la voit et l'entend demander d'être la star du programme. Mais plus grave encore, elle souhaite du mal à sa meilleure amie Maëva Guénam et à ses camarades ainsi qu'à leurs enfants. On les Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9. Vous avez entendu donc un extrait des différentes vidéos. Et d'ailleurs, pour cela, elle a utilisé le vaudou. Et je ne parle pas d'un plat à base de viande, mais bel et bien de magie noire. Et oui, là on est passé aux Marseillais à l'école des sorciers et selon les internautes, bientôt à Poudlard. D'ailleurs, Harry Potter, le Hajj Mamba, Merlin l'Enchanteur, les sœurs Halliwell, et j'en passe donc à bien se tenir. Et il y a Carla de Serpentard. Il y a Serpentard et à Gryffondor, un peu tout le monde. Parce que la soi-disant star de télé-réalité pratique le sihir régulièrement depuis l'âge de 17 ans. Elle a fait pour cela appel à une voyante marseillaise chez qui elle aurait déboursé, tenez-vous bien, plus d'1 300 000 €. Non. Oui. Ouais. D'ailleurs, depuis, je comprends d'où vient le titre de la série Plus belle la vie, tournée dans la cité phocéenne. Hein. Et cet internaute, quand il a vu cela, il a tweeté plus d'1 million d'euros, toute cette sorcellerie. Au bled, pour 20 balles, ils auraient transformé Maëva Guénam en pieuvre. Il y a eu également ces autres commentaires. Elles savent déjà pas lire un bouquin, alors la sorcellerie. Et si elles pouvaient lancer un sortilège pour qu'ils ferment tous leur bip.
Alors, il faut savoir que Carla a voulu passer dans le rôle de la victime, car elle aurait été en fait manipulée et raquettée, ce qui pour ses nouveaux anciens amis ressemble plus à de la poudre de perlimpinpin. En tout cas, elle a porté plainte contre la voyante qui s'appelle Danae, ce à quoi Cyril Hanouna, que j'adore, qui a répondu dans TPMP parce qu'il a parlé de l'affaire. Mais la voyante, elle n'a pas vu qu'elle allait avoir une enquête sur elle. Donc voilà, la voyante, elle n'a pas vu qu'elle allait avoir d'enquête, et Carla, elle aurait voulu jeter des sorts, c'est le sort qui s'est acharné sur elle. En tout cas, moi, je lui souhaite la bienvenue au Maroc si elle veut venir. Je l'emmènerai faire un tour à Sidi Abdelrahman pour une séance de magie au prix d'un poulet beldi et un petit coup d'œil spécial chouefa. Donc après Harry Potter à l'école des sorciers, on a eu droit à un épisode d'Harry et la chanvre des secrets. Vous le savez, dès l'annonce du projet de loi pour légaliser le cannabis thérapeutique, les réactions ont été nombreuses. Et beaucoup, c'est le moins que l'on puisse dire. Tout à fait, beaucoup ont rapidement et volontairement, je pense, supprimé le terme thérapeutique de leur cerveau. Certains ont d'ailleurs déjà mis en place leur business plante et se voient déjà rouler sur l'or et vert en particulier. Et ceci grâce à la cousine de la señora Juana. Je parle bien sûr de Marie Juana. Ouais. Ce Facebooker a d'ailleurs publié « Esh ben lik ntcherkouf chez Ard nderu firma » car oui, les agriculteurs vont s'en donner à cœur joie. Ce sera un peu la weed est dans le pré. Ils pourront enfin produire et vendre de manière réglementée le hindi, enfin le chanvre indien. Et je partage l'avis de cet internaute qui a écrit « Chanvre indien, celui qui a inventé ce terme d'arb haja sahiha ». Et si Didier a des champs, beaucoup n'en disposent pas et cherchent des alternatives, comme ce Facebooker qui a fait cette proposition. Stahatla, on veut participer nous aussi à l'économie du pays et guérir les malades, les pauvres. De quoi péter un joint. Et ce projet de loi pourrait bien booster le tourisme et même attirer de nombreux étrangers, tout comme ce maghrébin pour qui l'herbe serait bien plus verte chez nous et qui a publié Et le plus drôle pour les internautes dans cette histoire... Je le comprends, parce que... Tunisien, je le comprends. Il veut je suis venir parti chez nous. là-bas, j'ai fumé là-bas, c'est galère. Ah non, c'est galère à tous les niveaux, monsieur. Et au marhaba bih. Le plus drôle pour les internautes, c'est cet article du 360 qui explique que l'ex-chef du gouvernement et ancien patron du PJD Ilah Ben Kilen a menacé de quitter le parti si le projet de loi était adopté. Je peux vous dire que les réactions ont fusé. Je vous en lis quelques-unes. Réel self halk blaga ma illégaliser le cannabis. Merci. Le babouasset ou encore l'eau et le balai jusqu'au fond de la mer. Merci. Bref. En tout cas, légaliser le cannabis au Maroc pour certains, c'est un kiff. C'est clair. On pourrait créer notre propre shit du Niagara. Et en fait, en tête de cette opération, il y aura le chef Shawen. Alors, elle est jolie, elle est jolie. Donc je vous propose, est-ce que quelqu'un veut se lancer avec moi dans ce projet? À chiche ou pas? Chiche. Pas chiche. Bravo. Pas chiche. Pas chiche du tout. C'est la meilleure. T'en penses quoi? Je suis content. Je suis content. Non, mais tu sais que c'est pas la légalisation pour pouvoir consommer, on est d'accord. Je crois qu'il est content par rapport à la démission. Non, je suis plus content par rapport à la démission que la légalisation. Mais même la légalisation. Sa démission du parti du PJD. Il y a un proverbe au Maroc. Ça n'engage que toi. Donc il légalise la production déjà. Après, on va légaliser d'autres trucs. Après, ça c'est pas vrai. Hein. Tu vois, faut juste petit à petit. Mais moi, je suis carrément d'accord. Moi, je suis carrément d'accord parce que c'est. Je sais pas, je pense qu'on a la terre pour, et je pense que ça pourra faire rentrer un maximum d'argent. Si on peut exporter, si on peut... Et puis que ce soit bénéfique aussi aux petits agriculteurs qui aujourd'hui sont dans l'illégalité et et c'est ce qui est avancé d'ailleurs dans tout le projet de loi, que ces personnes puissent vivre en fait de leur terre, ce qu'elles ne peuvent pas faire aujourd'hui. Elles le font, mais voilà, c'est illégal. Et ça peut effectivement, comme tu dis, peut-être booster le Maroc au niveau médical. Même au niveau économique, je pense que ça peut jouer. Ah ben c'est surtout à ce niveau-là. Enfin, il va y avoir une effervescence touriste, au niveau du tourisme, de l'agriculture. Tout ça, on va en reparler bien sûr parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Il faudra des années. Le projet de loi prévoit énormément de choses. Et sans transition, on va parler justement de la politique puisque la semaine dernière, nous parlions de menaces de démission. Cette fois-ci, des menaces de boycott.
une grogne qui se préparerait, on va tout mettre au conditionnel parce qu'on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. 2021, l'année de toutes les élections au Maroc. Et ce qui ne passe pas en ce moment, ce qui ne passerait pas en ce moment, c'est le retrait de la liste nationale des jeunes. Elle a finalement été abrogée cette semaine et les jeunes des partis menaceraient, encore une fois au conditionnel, de boycotter la parlementeuse. La parlementeuse. Alors, c'est vrai cette histoire ou c'est faux? D'abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux, Rimel, s'il te plaît, nous expliquer ce qu'est cette liste? Bien sûr, Fathia. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Fathia, bonsoir Toto, bonsoir tout le monde. Alors, la liste, c'est quoi? C'est une liste qui a été créée en 2011 pour donner aux jeunes un certain privilège pour accéder au Parlement. C'est une très bonne chose. C'est une manière qui va en fait les pousser à s'engager plus dans la politique et ça concerne les moins de 40 ans. Après de nombreux débats, cette fameuse liste a été supprimée au Parlement lors du débat cette semaine à la commission parlementaire et elle l'a été parce qu'elle ne permet pas à tous les jeunes d'y accéder. Et en plus, cette liste, elle n'a pas su atteindre ses objectifs et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été annulée, tout simplement. Et il y avait 2 listes en débat, celle des jeunes et celle des femmes. Voilà, mais concernant cette parité, elle n'a pas été touchée. Heureusement, la liste des femmes qui compte... je pense que si elle avait été touchée, ça aurait fait énormément de bruit, là. Exactement. On rappelle que la liste des femmes compte désormais 90 sièges et qui a donc été maintenue sous une forme régionale. Bref, les jeunes voulaient une circonscription qui leur soit réservée exclusivement. Certains médias ont affirmé ces 2 derniers jours que les jeunes de ces listes nationales comptaient boycotter donc, la campagne et les élections. Et qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on a appelé quelques partis politiques pour vérifier cette information. Aucun ne confirme, comme Abdallah Eid Nizar, membre du Conseil national du PAM. On peut écouter le sonore. Je pense sincèrement que c'est une rumeur qui n'a pas de base. Parce que j'ai lu l'article et je n'ai lu aucune source, aucune déclaration des jeunesses des partis. Si c'est vrai, ce serait grave parce qu'on on ne peut pas boycotter la campagne électorale de notre parti politique parce qu'on a perdu un certain avantage ou un certain privilège. Parce que tout simplement, ça veut dire qu'on est là juste parce que pour l'intérêt personnel, on n'est pas pour l'intérêt général du parti. C'est très important ce qu'il vient de dire parce qu'en fait, c'est pas exclure en fait les jeunes de la campagne électorale. On est loin de là, c'est une liste à part et il le dit, ce serait des privilèges. Rien n'empêche en fait un parti politique de désigner un poulain ou un leader, un jeune dans son parti. Moi j'aurais une toute petite question quand il parle de jeunes, c'est quoi les critères au niveau de l'âge en fait? C'est les moins de 40 ans. Moins de 40 ans. Ouais, c'est les moins de 40 ans. Et donc vous l'avez entendu, il est très clair sur ce point. Il dément l'existence d'un éventuel boycott et il dit même que ça serait contre-productif boycotter pour ne pas avoir de privilèges, ça lui semble totalement peu crédible et contre même l'image de son propre parti. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulaient ces derniers jours et c'était important de vérifier. Donc, pas de boycott en tout cas officiel. Non. Tu suis un petit peu la politique? Pas trop. Pas trop là. Pourquoi? Est-ce que tu crois, par exemple, on est dans une année, l'année 2021, l'année de toutes les élections, il y a les législatives. Moi, je vote pas. Pourquoi? Il n'y a pas encore une tête qui m'a... par rapport à candidat. Ouais, mais est-ce que tu t'intéresses à la vie politique en général? Ouais, quand il y a quelqu'un qui sort, je vais voir. Comme quand il y a Hatchmani qui est monté, j'ai rigolé un peu. Comme, tu vois, quand il y a... Ouais, il est rigolo quand même. Grosse dédicace à Hatchmani, mais il est rigolo. Voilà. Juste, s'il te plaît, laisse-moi vendre mes CD. T'inquiète, je suis en règle, j'ai ma société, j'ai tout. Je viens pas à me trouver un truc, bref. Voilà, j'ai rigolé un peu. Ben Keiran, j'ai rigolé aussi. C'est quoi un candidat qui te plairait à toi? Qu'est-ce que par Chirac. exemple dans une campagne électorale, tu te dis s'il parle de ça et de ça, moi c'est quelqu'un pour lequel j'ai envie de croire. Si c'est un Chirac, un mec comme Chirac, ouais. Pourquoi Chirac? Proche du peuple? Ouais. Quelqu'un qui soit proche du peuple? Ouais. Le bruit et l'odeur. En bas, vraiment en bas, et quelqu'un qui pense aux jeunes. Parce que les jeunes, c'est ceux qui vont monter après. Et si tu trouves que nos politiques, justement, ne pensent pas suffisamment à notre jeunesse? Il y a d'autres priorités. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Ils ont d'autres priorités. Mais, après, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas trop. Donc s'il y a un truc que j'esquipe... Mais est-ce que tu crois, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu te dis quand même c'est important de voter? Ouais, c'est important de voter.
Ouais, moi comme j'ai dit, le jour où je vais voir quelqu'un qui m'intéresse, ouais, je vais aller voter. Ouais. Je vais aller, ça c'est sûr. Quand tu connais l'importance de voter, faut juste et si comprendre. on a envie de... Parce que souvent, en fait, on nous dit les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, ce qui est totalement faux, parce que plus on interroge les jeunes, plus on voit à quel point ils sont attachés. Certains demandent beaucoup de changements. Quelqu'un avance justement la culture en disant vous nous bassinez avec ci et ça, mais nous, la culture, voilà, ça nous parle. Et c'est vrai que dans les campagnes électorales, c'est quelque chose qui n'apparaît que très très peu. Et de se dire aux jeunes, bah oui, mais si vous voulez le changement, si vous voulez le changement, bah faut voter, quoi. Ouais, mais on peut rien changer. Ouais, mais voter pour qui? Voilà, c'est les candidats en fait qui ne se démarquent pas. On J'en va parler de parle ou pas sport en attendant. Ouais, on parle de sport, c'est mieux. On parle Game de of Sport. Game of Sport avec Nas. Quelle est l'actu qui t'a marqué cette semaine? J'ai une révélation et un scoop. Super. Ah ouais. C'est l'émission des révélations cette semaine. Alors, cette semaine a été sous le signe du président. Pas le fromage, même si je vous avoue que ça pue. Je vais vous parler de l'ancien président du Barça et du président de la CAF. Lundi dernier, l'ancien président du Barça, qui vient de démissionner il y a quelques semaines, a été arrêté et placé en garde à vue 24 heures dans une affaire qu'on a nommée le Barça Gate. Qu'est-ce que le Barça Gate ? Pour faire simple, José Bartomeu, président du Barça jusqu'en octobre dernier, a fait l'impensable. Il a fait comme les influenceuses. Enfin, les influenceuses avant d'atteindre le niveau de Carla Moro, bien sûr. Le président du Barça a mandaté, écoute-moi bien, Fathia, une agence de communication, L3 Aventure, pour créer des faux comptes sur les réseaux sociaux afin de dénigrer l'entraîneur et les joueurs, dont Lionel Messi. Et par la même occasion, redorer l'image de la direction qui a été écornée ces dernières années. Une histoire à dormir debout. Vous comprenez mieux pourquoi je vous disais que Lionel Messi veut quitter la Catalogne. Je faisais le parallèle avec Carla Moro parce que cette campagne folle a coûté la coquette somme de 1 million d'euros. 1 million d'euros. Comme les Marseillais. Ouais, mais 1 million d'euros pour eux, c'est rien, frère, pour un président du Barça. Oui, mais quand tu as 1 milliard de dettes, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'il a fait, le malin ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait 5 virements de 200 000 euros. Pourquoi ? Car au-dessus de 200 000 euros, on a besoin de l'aval du conseil d'administration du FC Barcelone. Noélie Romero, compliance officer du club à cette époque, a mené une enquête en interne en juin dernier. Et le président du FC Barcelone l'a alors suspendu. Et c'est là qu'il a éveillé les soupçons. Quand je vous disais que j'allais vous parler du président sans parler de fromage, je me suis trompé car il s'est fait prendre comme un bleu. Alors, après le Barça Gate, on va passer au protocole de Rabat. Alors, Rimal me fait rire parce qu'elle m'a dit « Qu'est-ce que c'est ce protocole de Rabat ?» J'ai fait exprès de ne pas donner des détails. Mais avant, je suis désolée, mais j'ai pas compris. En fait, on parle de détournement de fonds, là. Ouais. Clairement. Ouais, détournement de fonds. Mais l'affaire est en justice, elle est pas en justice. En justice, il a été... C'est quand le procès là, il a été arrêté, il est en garde à vue, le président. Donc, d'accord, mais on sait pas. L'affaire est en cours. Ouais, d'accord, l'affaire est très bien. Là, je vais vous parler d'un scoop. On sera le seul média marocain à en parler. Écoute-moi bien. T'avances pas trop vite. Pour le moment, oui. Après le Barça Gate, on va passer au protocole de Rabat. Alors, vous vous demandez qu'est-ce que c'est ce protocole de Rabat ? C'est quoi le protocole de Rabat ? Tenez-vous bien. Alors, c'est un scoop qui est le fruit d'une révélation de nos amis de Canal Plus Sport que j'ai croisé avec mes sources fiables de Rabat. Et pour vous remettre les choses dans leur contexte, le 12 mars prochain aura lieu l'élection du président de la CAF à Rabat. Donc il y aura 4 candidats en lice Rimel, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya, l'Ivoirien Jacques Anouma. Et la semaine dernière, Gianni Infantino était au Maroc, il nous avait dit que le Maroc était la locomotive du football marocain. Alors figurez-vous... Africain, pardon. Alors figurez-vous qu'il disait vrai, c'est le Maroc qui décide avec la FIFA qui sera le futur patron du foot africain. Et je peux d'ores et déjà vous donner ce nom. C'est le Sud-Africain Patrice Motsepe. L'histoire vous paraît folle, Manito Hamza. De votre côté, vous avez eu confirmation de ce fameux protocole de Rabat. Oui, effectivement. Enfin, d'abord, la réunion a eu lieu dans les conditions qu'a décrit Charles. C'est la petite surprise de voir Patrice Motsepe arriver. Et en fait, c'était une idée un peu commune, FIFA, certes, bien sûr, Maroc, et adoubée par l'Égypte qui y voit différents intérêts. Et quand le Maroc et l'Égypte sont d'accord, et la FIFA en plus, en général, il y a beaucoup de gens en face qui se disent bon, globalement, comment je peux être élu si le Maroc me soutient pas. La genèse de l'affaire, ça se passe au Maroc parce que et Anouma et Senghor et Yahya savaient qu'ils ne pouvaient être élus que s'ils avaient le soutien du Maroc. Un élu, il n'y a que le Maroc qui a une aura politique, sportive, politico-sportive très importante et qui pouvait permettre d'être élu. Alors il y a 2 choses à retenir. Premièrement, que le futur président de la CAF sera Patrice Motsepe.
Et qui est ce Patrice Motsepe ? C'est qui ? C'est la 10e fortune du continent africain selon Forbes. C'est aussi le premier noir milliardaire en Afrique du Sud et il est, avec ses 2,6 milliards de dollars, le 3e homme le plus riche du pays. Et je vais te rajouter une info. L'une de ses sœurs aînées, Tchepo Motsepe, est l'épouse du chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Ouais. Et je vais te donner une deuxième info. Le Maroc, ce qui nous fait plaisir, a une influence incroyable sur l'échiquier du foot africain et mondial. Et ça nous rend fiers et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir Fawzi Rja qui fait un travail monstrueux. Je le connaissais comme dirigeant, politicien, diplomate. C'est un vrai caméléon. Petite dédicace Glandé. Donc il avait raison, si j'ai tout bien suivi, il avait raison le président quand il est venu dire qu'on était un grand pays de football et pour tout le continent. Donc, il avait raison. Il a beaucoup critiqué la semaine dernière, mais n'empêche que avec tout ce que tu nous donnes comme information aujourd'hui, ça le prouve bien quoi. Ça le prouve bien, mais il nous. T'avais tort. Non, mais je savais qu'il n'était pas venu pour une visite de courtoisie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a convoqué les 4 candidats et c'est une réunion décidée officieusement entre la FIFA et le Maroc pour décider du président de la CAF, ce qui est énorme. Ça veut dire que le Maroc a une influence incroyable sur le continent. Fawzi Rja a fait un travail monstrueux et la donne a changé. Il y a 20 ans, on se faisait voler avec des arbitres en Sierra Leone quand on jouait Mikasa, dédicace en 2011. Et aujourd'hui, on décide avec la FIFA qui sera le futur patron du foot africain. Comme quoi, في القارة الأفريقية الأشياء كتغير ما كانش الغراند توتو اللي مغير. Oh, c'est joli ça. C'est joli. On va enchaîner tout de suite parce que bien évidemment, il m'avait dit qu'il faisait 3 minutes, mais il était à 6 minutes pétantes avec un chrono à la main. Monsieur Nas, comme chaque semaine. Lui, il va être recalé la semaine prochaine. Ceci dit, bravo parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ouais, c'est une vraie enquête que j'ai menée. Ouais, bravo, tabarakallah. Bravo. Non, bravo. La pépite de Yacine Tabouktirt. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. La pépite de Yacine Tabouktirt et cette semaine, c'est une reprise, j'ai le droit de dire ça. Oui, une très belle reprise d'un morceau mythique. Faut vivre dans une grotte ou alors sur la planète Mars pour ne pas avoir entendu un extrait un jour. Quoi. Exactement. En fait, j'ai travaillé une sorte de scénographie, donc je vais refaire mon truc. Vas-y. Salut les loulous. Vous avez été nombreux à me demander de vous faire découvrir de nouvelles contrées. Attendez. Musicales via la pépite. C'est faux, personne ne le calcule et les auditeurs n'ont Dieu que pour Ritam. Ceci dit, ça ne me dérange pas parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un gros coup de cœur. Il s'agit d'une reprise magique d'un classique maghrébin exceptionnel auquel on reviendra plus tard, créé par un personnage haut en couleur du nom de Selim Hlali qui a bourlingué entre l'Algérie, le Maroc et la France. Surnommé le Beko arabe, Selim Hlali évoluait dans une esthétique musicale mélangeant la musique arabo-andalouse et les musiques méditerranéennes et c'est certainement grâce à cette richesse que Mehdi Hattabi, plus connu sous le nom de Dub Africa, a pu faire de Sidi Habibi un vrai bijou. Dub Africa est originaire de Mohammedia, mais il vit actuellement en Suède. Il est pour moi une des plus belles voix de la musique marocaine actuelle et sa sensibilité fait en sorte que tout ce qu'il touche se transforme en particules de magie. J'espère du fin fond de mon cœur que nous aurons l'occasion de le voir très bientôt en festival parce que sa musique mélangeant le reggae au rythme festif du ska vont faire plaisir aux Marocains. Sans vous faire attendre, messieurs, dames, Sidi Habibi par Dub Africa. C'est terminé pour cette semaine et comme le veut la tradition, c'est toujours l'invité qui la referme avec ce que tu veux. Tu nous dis ce que tu veux, mais c'est toi qui referme cette émission avec tes mots. En tout cas, on a été ravis de t'accueillir et je crois que je vais changer parce que tout le monde ici sait que je ne suis pas très rap. Mais voilà, c'est vrai qu'on se fait une image des rappeurs qui n'est pas la bonne. Je me souviens, et toi aussi, puisque tu étais là en recevant Don Big dans nos studios où tout le monde a bifurqué parce que quand vous êtes sur scène, les rappeurs vous déchirez. C'est quelquefois très violent. Je parlais de cris de cœur tout à l'heure. Mais en réalité, c'est des vrais doudous, quoi.
C'est ça. Je voudrais juste dire un petit mot par rapport à ça. J'étais avec Taha il y a quelques jours dans un restaurant. Il y a une dame, elle doit avoir la quarantaine, qui est venue voir Toto en lui disant « Tu m'as fait aimer le rap ». Et c'est ce que je trouve en fait extrêmement génial dans la musique de Toto. Il arrive à fédérer en fait plusieurs types de personnes. C'est des personnes qui vont venir d'un milieu populaire, qui vont être fans de rap hardcore, comme des personnes qui vont être touchées par des choses plus sensibles comme Mreyar. Et c'est toute la magie du travail de Taha. Faut aller écouter son dernier album Caméléon. En tout cas, merci à vous pour l'invitation, merci Essile, merci Ebel, merci Khouya, merci de m'avoir recalé. La vérité, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On lui souhaite, mais on sait déjà quoi, il va cartonner cet album, c'est sûr et certain. On était ravis de t'avoir avec nous. Juste une dernière question que j'ai oublié de te poser. Ouais. Pourquoi El Grande Toto ? On a dû te la poser, mais 1 milliard de fois. Mais je n'ai pas trouvé la vraie raison. Toto, c'est parti par rapport à mon voisin. Genre, on a commencé à m'appeler Toto parce que je m'appelle Taha. Et j'ai un voisin qui s'appelle Toto, donc on m'appelait le petit Toto. Tu vois ? D'accord. Et c'est devenu El Grande Toto, El Grande. Tu vois, lui il a pris sa retraite, il faisait des trucs. Bon, il a pris sa retraite, moi j'ai pris El Grande, genre pour. C'est moi qui prends la relève maintenant. Merci à tous. À la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui est derrière. Hamza, Ismaël, Oumaïma, bien évidemment, qui sont voilà, toutes les images que vous allez découvrir ou redécouvrir. À la semaine prochaine. Merci.